passons du mal au pire. Du sommet du Japon à la nature sauvage de l'Arkansas, jusqu'à la plus haute montagne du monde, voici les histoires d'ascension illégale et de mauvaises décisions qui ont coûté la vie à des gens. Comme toujours, la discrétion du spectateur est conseillée. Le mont Fuji, le sommet le plus emblématique du Japon, s'élevant à 13 000 pieds, cette montagne est reconnue internationalement pour sa beauté et sa tranquillité. Et c'est une destination prisée aussi bien par les pèlerins que par les aventuriers. L'air est de vif, le ciel dégagé, et tu es excité par l'ascension à venir. Mais nous sommes en juin, hors de la saison officielle d'escalade. Malgré les avertissements, tu relèves le défi. Cette décision prépare le terrain pour une aventure inattendue avec une issue tragique. Le mont Fuji est généralement escaladé pendant la saison officielle de début juillet à la mi-septembre, lorsque la météo est plus prévisible et les sentiers sont plus sûrs. Mais en juin, les conditions peuvent être plus incertaines et les sentiers moins fréquentés. Quand vous entamez votre ascension, la beauté de la nature environnante vous saisit. Les arbres majestueux, le chant lointain des oiseaux et le bruissement occasionnel du vent créent une atmosphère sereine. Mais tout n'est pas rose. La paix est teintée de risques. Les sentiers sont glissants. Des plaques de neige fondent encore et le temps peut changer rapidement. Gravir le mont Fuji dans ces conditions exige une prudence extrême à chaque pas. Les sentiers habituellement animés par les grimpeurs sont maintenant calmes et solitaires. J'imagine que c'est un avantage si vous aimez les randonnées tranquilles, mais cela augmente aussi le danger du voyage. En montagne, la beauté s'accompagne d'un rappel brutal de sa puissance et l'aide est plus éloignée en cas de problème. Un vendredi de juin 2024, Eriko Takahashi, un alpiniste de 53 ans originaire de Tokyo, a dit à sa famille qu'il partait escalader le mont Fuji. Maintenant, Eriko savait ce que signifiait escalader le mont Fuji. Il avait sans doute passé des semaines à se préparer pour cette ascension, réunissant l'équipement essentiel pour assurer sa sécurité. Cette préparation comprenait probablement des bottes d'alpinisme spéciales conçues pour affronter les sentiers glissants, plusieurs couches de vêtements thermiques pour lutter contre le froid et une veste imperméable de haute qualité pour se protéger contre la pluie ou la neige inattendue. De plus, il avait emporté un système de positionnement global fiable, une boussole pour la navigation et une carte détaillée des sentiers de la montagne. Connaissant les risques de l'escalade en solitaire, surtout en dehors de la saison officielle, il a informé sa famille de l'itinéraire qu'il comptait suivre et de l'heure à laquelle il prévoyait de revenir. Jusqu'ici, tout va bien. Eriko se débrouille mieux que beaucoup d'autres alpinistes dont nous avons raconté l'histoire. Et il est parti. L'ascension initiale d'Eriko jusqu'au sommet fut un franc succès. Grimpant régulièrement, il a fait bonne route et a atteint le sommet dès le lendemain. Il a même envoyé une photo près du sommet à sa famille, leur assurant qu'il était sain et sauf et qu'il avait atteint le sommet. Eriko, rempli de la joie d'avoir gravi le mont Fuji seul et émerveillé par les vues magnifiques depuis la montagne, a probablement pris un moment pour profiter du calme et du paysage. Peut-être s'est-il assis sur une corniche du cratère pour manger un encas, contemplant le vaste paysage. Nous disons probablement, car le dernier signe d'Eriko était la photo qu'il avait envoyée depuis le sommet. Ce qui a suivi était surprenant et choquant à la fois. Revenons à l'histoire choquante d'Eriko. Comme mentionné, il avait une balise système de positionnement global pour sa sécurité. Donc, quand il n'est pas rentré chez lui le lendemain et n'a répondu à aucun message, sa famille l'a signalé comme disparu. La police de la préfecture locale, où commencent certains des sentiers menant au sommet, a commencé à chercher Eriko en utilisant le signal de sa balise système de positionnement global comme point de départ. L'équipe de secours, composée de plusieurs alpinistes expérimentés, s'est rassemblée au pied du sentier tôt le matin, espérant le retrouver vivant. Bien que ce soit l'été, les parties supérieures de la montagne étaient encore couvertes de neige, ce qui rendait l'ascension difficile et dangereuse. Les sauveteurs ont apporté du matériel comme des crampons pour marcher sur la glace et des piolets pour les aider à progresser en toute sécurité. Les sauveteurs ont suivi prudemment le signal de la balise en gravissant la montagne malgré des conditions difficiles. Un épais brouillard et un vent froid rendaient la visibilité difficile sur les hauteurs de la montagne. Des rafales de vent violentes soufflaient à leur passage, traversant leur équipement et les glaçant alors qu'ils avançaient. Lorsque l'équipe de secours est arrivée au sommet du mont Fuji, elle a été stupéfaite de découvrir non seulement le corps sans vie d'Eriko, mais aussi ceux de deux autres alpinistes.
Imaginez être appelé pour secourir une personne mais en trouver finalement 2 autres. Vous n'aviez aucune idée qu'ils étaient là-haut et qu'ils étaient également morts de façon mystérieuse. Les corps ont été découverts à divers emplacements près du sommet de la montagne. Les 3 alpinistes ont atteint le sommet mais sont ensuite décédés. Le site était très sombre. Chaque alpiniste a été retrouvé isolé. Alors, que s'est-il passé avec ces 3 randonneurs retrouvés morts de façon mystérieuse ? L'examen initial de l'équipe médicale, amené par hélicoptère, a suggéré que les 3 étaient bien des morts d'une crise cardiaque. À haute altitude, comme celle du mont Fuji, l'air est beaucoup plus rare, ce qui signifie qu'il contient moins d'oxygène. Quand le corps manque d'oxygène, il peut subir une hypoxie. Cette condition met le corps sous pression, en particulier le cœur, qui doit travailler plus fort pour acheminer l'oxygène vers le cerveau et les autres organes vitaux. Dans de tels environnements, le cœur est constamment sous tension. Cette tension est aggravée par les basses températures qui peuvent provoquer un rétrécissement des vaisseaux sanguins, limitant encore davantage la circulation sanguine et l'apport en oxygène. Les alpinistes, déjà en train de fournir un effort physique intense pour atteindre le sommet, auraient poussé leur cœur et leur système cardiovasculaire à la limite. Cette tension excessive peut entraîner des complications cardiaques et augmenter le risque de crise cardiaque. Comme si cela ne suffisait pas, l'alpinisme en haute altitude expose les individus au risque du mal aigu des montagnes, ce qui peut entraîner des affections plus graves comme l'œdème pulmonaire de haute altitude et l'œdème cérébral de haute altitude. Les 2 affections sont potentiellement mortelles et sont connues pour contribuer au stress cardiaque. Les symptômes peuvent inclure maux de tête, étourdissement, nausées et fatigue extrême, qui peuvent ne pas être immédiatement reconnus par les alpinistes, mais sont des signes avant-coureurs d'une affection sous-jacente plus grave. La combinaison de l'hypoxie, du stress dû au froid, de l'effort physique et du mal aigu des montagnes crée une situation idéale pour déclencher des crises cardiaques, en particulier chez les personnes qui pourraient avoir des problèmes cardiaques préexistants non diagnostiqués ou qui ne gèrent pas leur ascension avec prudence. Ces facteurs ont probablement contribué aux issues tragiques pour Eriko et les 2 autres alpinistes retrouvés sur le mont Fuji. Les autopsies ont confirmé cette théorie. Aucune intervention malveillante n'a été impliquée. Les décès étaient uniquement le résultat malheureux de causes naturelles dans des conditions environnementales difficiles. La conclusion a écarté tout lien entre les décès des 3 alpinistes, en dehors du destin commun qui les a menés au mont Fuji en dehors de la saison officielle d'escalade. Alors que les équipes de secours recherchaient Eriko, un autre événement déchirant s'est produit sur le mont Fuji. Keita Kurakami, un grimpeur bien connu, escaladait avec un ami le long du sentier Yoshida. Malheureusement, il s'est évanoui à la 8e station du sentier. Malgré des tentatives immédiates de réanimation, il a été déclaré mort après son transfert d'urgence à l'hôpital voisin. Cet incident a porté le nombre de morts sur le mont Fuji à 4 en seulement une semaine, alors même que la saison d'escalade n'avait pas encore officiellement commencé. Pour mettre cela en perspective, seulement 7 personnes ont perdu la vie sur le mont Fuji l'année dernière, ce qui montre bien que grimper en dehors de la saison officielle peut sembler cool, mais ça n'en vaut vraiment pas la peine. Les sentiers sont moins entretenus et l'absence d'autres grimpeurs signifie qu'il y a moins de personnes pour offrir de l'aide en cas de problème. Le froid et les pentes enneigées rendent les déplacements difficiles et épuisants, ce qui peut être fatal si les grimpeurs ne sont pas suffisamment préparés. Et même si les équipements de localisation comme le système de positionnement global peuvent aider à retrouver des grimpeurs en détresse, ils ne sont pas infaillibles. L'efficacité de ces dispositifs dépend de plusieurs facteurs, notamment des conditions météorologiques, de la capacité du grimpeur à les activer en cas d'urgence et du temps de réaction des opérations de secours. Dans le cas d'Eriko et des autres grimpeurs, même avec le bon équipement, les issues ont malheureusement été tragiques. Pour notre prochain grimpeur, ce n'est pas une décision de randonnée hors saison ou sur un sentier fermé qui lui coûtera la vie. C'est la personne en qui il a décidé d'avoir confiance. Bradley Thomas était connu parmi ses amis et sa famille comme un esprit aventureux avec un profond amour pour la nature. Né et élevé à Springfield, dans le Missouri, Brad avait toujours ressenti un lien avec la nature. Que ce soit pour la randonnée, la pêche ou le camping, il s'épanouissait en pleine nature. Tragiquement, c'est cet amour de l'aventure qui a conduit à sa mort prématurée en 2022 dans la Buffalo National River en Arkansas.
La Buffalo National River, une région sauvage préservée dans le nord de l'Arkansas, est un havre pour les amateurs de plein air. Avec ses falaises impressionnantes, ses eaux cristallines et sa faune diversifiée, elle offre un aperçu d'une nature intacte. Cependant, le terrain accidenté du parc peut être dangereux et le service des parcs nationaux applique des règles strictes pour assurer la sécurité des visiteurs. Guider des randonnées dans le parc nécessite un permis spécial, une règle conçue pour protéger à la fois les guides et les randonneurs. L'aventure tragique de Brad a commencé lorsqu'il s'est inscrit à une randonnée dirigée par Jeffrey Johnson, un guide non autorisé. Johnson, malgré l'absence des qualifications requises, organisait fréquemment des randonnées dans la région. Ces expéditions étaient réputées pour s'aventurer hors des sentiers battus, souvent dans des zones mal entretenues ou mal balisées. Brad, ignorant les risques liés à un guide non agréé, était enthousiaste à l'idée d'explorer les parties moins fréquentées de la Buffalo National River. Ce jour fatidique de mai 2022, Brad et un petit groupe de randonneurs se sont engagés sur un sentier que Johnson avait promis d'offrir des vues inégalées et une expérience exaltante. La randonnée était interdite et illégale selon les autorités du parc. Les guides non agréés, comme Johnson, contournaient souvent les protocoles de sécurité, menant les randonneurs dans des situations dangereuses sans préparation adéquate ni plan d'urgence. L'esprit d'aventure de Brad était à la fois sa plus grande force et la cause tragique de sa perte. L'attrait de l'inconnu et le frisson de la découverte le poussaient à rechercher des expériences que d'autres auraient évitées, un trait qui l'a finalement conduit à la randonnée malheureuse de Jeffrey Johnson. Plus le groupe s'enfonçait dans le parc, plus le terrain devenait difficile à parcourir. Le sentier était escarpé et couvert de pierres instables, rendant la marche périlleuse. Johnson, n'ayant pas l'expertise d'un guide agréé, n'a pas su reconnaître les signes d'un danger imminent. Sans équipement de sécurité adéquat ni plan clair, le groupe était mal préparé aux défis qui les attendaient. Après des heures de marche, le désastre est survenu. Brad a glissé sur une pierre instable, a perdu l'équilibre et est tombé du sentier dans un ravin. La chute a été violente et il a subi de multiples blessures en tombant, dont une blessure à la tête qui l'a laissé inconscient. Le groupe a paniqué et, sans les moyens de procéder à un sauvetage, a eu du mal à le rejoindre. Le manque de formation et d'équipement adéquat de Johnson est devenu douloureusement évident lorsqu'il a eu du mal à coordonner une réponse. Sans réseau mobile et à des kilomètres de toute aide, la situation est devenue critique. L'un des randonneurs a grimpé plus haut pour appeler les secours, mais c'était déjà trop tard. Lorsque les équipes de secours sont arrivées, Brad avait succombé à ses blessures et est tragiquement décédé dans le ravin en contrebas du sentier. Jeffrey Johnson a été inculpé de plusieurs infractions, notamment conduite sans permis et négligence ayant entraîné la mort. L'incident a conduit à une répression des activités de guidage illégales dans la Buffalo National River, les autorités du parc ayant renforcé les patrouilles et imposé des sanctions plus strictes à ceux qui enfreignent les règles. La famille de Brad a créé une fondation à son nom, dédiée à la promotion de la sécurité en plein air et au soutien des opérations de secours dans les parcs nationaux. Ils espèrent que l'éducation et la sensibilisation permettront d'éviter que de telles tragédies ne se reproduisent pour d'autres aventuriers. Dans certains endroits, l'escalade illégale est carrément punissable par des amendes et des lois, même si vous atteignez le sommet et revenez sain et sauf. Par exemple, escalader un sommet au Népal sans permis est une infraction grave. Les alpinistes individuels enfreignant la loi sont au minimum expulsés immédiatement et interdits de séjour au Népal pour au moins 2 ans. Tout au long de l'histoire de l'alpinisme dans l'Himalaya, il y a eu des cas d'alpinistes s'aventurant sur des sommets au Népal sans permis, mais il s'agissait principalement de petites équipes avec de faibles budgets cherchant à réaliser des ascensions aventureuses sur de nouvelles voies difficiles de sommets isolés. Parce que sans permis payé, vous n'obtenez pas les services des Sherpas, les membres des tribus tibétaines autochtones qui servent de guides de montagne. Et sans les Sherpas, vous n'allez pas loin. En tout cas, pas en vie. Mais malheureusement, payer un permis ne vous rend pas immunisé contre les risques de mourir sur l'Everest, surtout si vous tentez quelque chose de vraiment inhabituel comme atteindre le sommet de l'Everest, sans utiliser d'oxygène supplémentaire. Joshua Cherwayo, Kirgi, était un alpiniste accompli originaire du Kenya qui s'était donné pour mission de conquérir le point le plus élevé du monde. Joshua, originaire de Nairobi, a découvert sa passion pour les montagnes pendant son adolescence.
Son dévouement à l'alpinisme l'a conduit à passer une grande partie de sa jeunesse à explorer les sommets kenyans. Parmi ses records personnels figure l'ascension du mont Kenya, qui culmine à plus de 17 000 pieds, qu'il a gravi plus de 20 fois, y compris 3 fois en une seule journée, tout en établissant des records sur ses itinéraires les plus difficiles. Bien que sa passion pour l'alpinisme ait brûlé intensément dès son plus jeune âge, il a souvent dû la concilier avec sa carrière dans la banque d'entreprise et ses responsabilités en tant que père de famille. Cependant, après avoir mené une brillante carrière à la Kenya Commercial Bank et fondé une famille, sa soif inextinguible d'escalade a refait surface. Ses prouesses ne se limitaient pas à l'Afrique. Il a aussi exploré les montagnes Rwenzori et escaladé le mont Stanley. Connu pour sa rapidité, Kirui a notamment gravi et redescendu le mont Kilimandjaro en seulement 15 heures, établissant un record personnel important. En plus de l'alpinisme, Kirui a participé à des ultramarathons à travers le monde, notamment l'Ultra Trail Chiang Mai en Thaïlande et le Cappadocia Ultra Trail en Turquie. L'année 2023 a marqué une étape importante dans la carrière d'alpiniste de Kirui, puisqu'il est devenu le premier Africain à atteindre le sommet du mont Manaslu, la 8e plus haute montagne du monde, sans oxygène supplémentaire. C'était un témoignage de son endurance et de ses compétences incroyables. Mais Kirui n'était pas satisfait et cette soif l'a poussé à viser la plus haute montagne du monde, l'Everest. Gravir l'Everest en soi n'était pas vraiment remarquable aux yeux de Kirui, alors il voulait commémorer ce voyage d'une manière jamais réalisée auparavant par un Africain. Il décida de faire le voyage vers l'Everest avec Seven Summit Treks. Maintenant, si vous êtes un tant soit peu actif dans la communauté de l'Everest, vous avez probablement entendu leur nom une ou deux fois, car c'est une équipe d'expédition assez standard, chargée d'organiser des expéditions impliquant des randonneurs d'autres pays, y compris le Royaume-Uni et le Népal. Kirui voulait gravir l'Everest sans oxygène supplémentaire. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est spécial. À des altitudes extrêmes, au-dessus de 21 000 pieds, on utilise de l'oxygène supplémentaire pour prévenir les effets d'une hypoxie sévère, une condition dans laquelle il n'y a pas assez d'oxygène qui atteint les tissus du corps. Bien que le mont Everest ait déjà été gravi sans oxygène supplémentaire, 98% des alpinistes utilisent leur réserve d'air dès qu'ils atteignent 21 000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Mais avant de se lancer dans l'ascension, M. Kirui avait dit que grimper avec de l'oxygène supplémentaire ne serait pas un grand défi, et que ce n'était pas ce qu'il voulait. Mon défi serait de le faire sans oxygène supplémentaire de qualité, sinon je n'aurais pas l'impression d'avoir réalisé quelque chose de significatif. Donc, je veux voir comment mon corps peut s'adapter à une telle altitude, a-t-il déclaré lors d'une interview avant son ascension. Si Kirui avait réussi, il serait entré dans un record très spécial. Il serait le premier Africain à réussir cela, ce qu'il a lui-même reconnu. Seulement 2% des ascensions de l'Everest ont été réalisées sans oxygène supplémentaire, et aucun Africain ne l'a encore accompli. Pouvons-nous nous glisser dans ce groupe ? Voyons comment cela se déroule, a-t-il écrit sur son blog. Maintenant, une tentative sans oxygène implique des préparatifs spéciaux et des risques, quelque chose que Kirui avait appris à pleinement apprécier lorsqu'il a commencé son voyage en avril. Physiquement, il était convaincu que son corps était prêt à relever le défi, bien préparé grâce à un entraînement rigoureux et à des expériences antérieures en haute altitude. Bien sûr, Kirui allait gravir l'Everest de la même manière que les autres, c'est-à-dire en empruntant une route à travers le Népal et en suivant le programme habituel d'acclimatation qui consistait en plusieurs allers-retours sur la montagne, atteignant à chaque fois un point plus élevé, passant un certain temps à cette altitude supérieure, puis redescendant au camp de base pour se reposer. Le 9 mai 2024, Kirui a annoncé sur sa page Instagram que lui et ses compagnons de randonnée avaient réussi leur deuxième rotation dans leur quête pour atteindre le sommet de l'Everest. À ce moment-là, il se préparait pour l'ascension finale du sommet. Il était également très conscient des autres risques liés à l'expédition et s'est préparé en conséquence. Il partageait des mises à jour sur son Instagram et Facebook en mentionnant les précautions qu'il prenait contre le froid. Il s'est équipé de matériel de pointe, notamment d'une paire de gants chauffants, de moufles chauffantes avec un jeu de batterie de rechange et de 2 paires de chaussettes chauffantes, également avec des batteries de rechange, assurant ainsi plusieurs couches de protection contre le froid intense.
Sur le plan médical, Karui était proactif face au risque du mal aigu des montagnes, en particulier l'œdème pulmonaire de haute altitude, auquel il était sensible. L'œdème pulmonaire de haute altitude, une affection grave qui provoque une accumulation de liquide dans les poumons, peut être mortelle si elle n'est pas traitée rapidement. Il avait de la nifedipine pour gérer ce risque. L'œdème cérébral de haute altitude, une autre affection grave liée à l'altitude causant un gonflement du cerveau et souvent une aggravation du mal aigu des montagnes, était aussi préoccupant. Pour lutter contre cela, il avait des médicaments. En cas d'urgence, Biase Kirui et son guide, Nawang Sherpa, avaient donc tout planifié méticuleusement. Nawang devait porter une bouteille d'oxygène de secours. Kirui avait établi des critères spécifiques pour son usage. Si je perds connaissance ou deviens fou, si le temps me manque, si la météo est défavorable, ou si j'atteins les limites de mon corps, réalisant que je ne suis pas Superman. Embouteillage. Son expédition en montagne serait assez classique et Kirui et son Sherpa arriveraient à Bishop's Rock, un site de camping juste en dessous du sommet, sans incident. Ils se prépareraient pour l'ascension finale vers le sommet et c'est là que les détails deviennent un peu flous. Kirui et Nawang Sherpa sont partis du camp 4 dans le but d'atteindre le sommet. Leurs derniers instants ont été difficiles. Leur dernière position connue était près du col sud, à quelques centaines de pieds sous le sommet, et Kirui montrait alors un comportement anormal. Il a refusé de redescendre et a également refusé d'utiliser l'oxygène en bouteille réservé aux situations d'urgence, selon Mingma Sherpa, président de Seven Summit Treks. Malgré son plan de secours qui consistait à utiliser son oxygène en cas d'urgence ou s'il perdait la tête, au moment venu, il ne l'a pas fait. Cette décision lui coûterait la vie. Ils ont perdu la communication radio avec le camp de base peu après et le silence qui a suivi était inquiétant. L'équipe de recherche et de sauvetage d'urgence envoyée depuis le camp 4 a eu du mal à retrouver leurs traces en raison des conditions météorologiques extrêmement difficiles si près du sommet. Quelques jours après, le pire était confirmé. Joshua Sheruyot Karukian Nawang Sherpa était décédé sur la montagne. L'équipe a retrouvé le corps de Kirui dans une crevasse. À seulement 160 pieds sous le sommet, à un cheveu d'atteindre son objectif. Les circonstances exactes de sa mort sont restées floues, mais il était évident que les conditions extrêmes, combinées à son refus d'utiliser de l'oxygène supplémentaire dans des moments critiques, avaient contribué à la tragédie. Nawang Sherpa n'a malheureusement jamais été retrouvé, et l'on suppose qu'il a lui aussi succombé aux conditions périlleuses de l'Everest en tentant de sauver son client. Ce qui rend cette histoire particulièrement déchirante, c'est la détermination de Kirui à atteindre le sommet malgré la dégradation des conditions. L'altitude extrême, les conditions météorologiques sévères et le faible niveau d'oxygène ont créé une combinaison mortelle. La décision de continuer en ignorant les risques a conduit à une issue tragique. L'attrait mortel de l'Everest continue d'attirer les alpinistes, nous rappelant la nature impitoyable de la montagne. Même les alpinistes les plus expérimentés peuvent rencontrer des obstacles imprévus. Notre dernière histoire est une leçon dévastatrice sur la perte de vies humaines qui peut survenir lorsqu'on prend une seule mauvaise décision. Le 25 mai 2019, un groupe de 8 alpinistes, chevronné dirigé par l'alpiniste britannique Martin Morin, s'est rassemblé au pied du Nanda Devi, le deuxième plus haut sommet de l'Inde. S'élevant à plus de 21 000 pieds, cette montagne est réputée non seulement pour sa hauteur impressionnante, mais aussi pour son terrain redoutable et ses conditions météorologiques imprévisibles. Le Nanda Devi et sa montagne sœur, le Nanda Devi Est, comptent parmi les sommets les plus difficiles au monde et seuls quelques rares alpinistes les ont gravis. Et ces alpinistes n'avaient qu'une ambition audacieuse, faire partie de cette liste exclusive. Martin était habitué à gravir de tels sommets extrêmes. Sa carrière d'alpiniste était marquée par des réalisations remarquables et des ascensions ambitieuses. Au cours de l'hiver 1984-85, il est devenu la première personne à gravir toutes les montagnes écossaises répertoriées comme Munros lors d'un seul voyage hivernal couvrant 277 sommets en 83 jours. Ses aventures se sont poursuivies lorsqu'il est devenu guide de montagne professionnel en 1985. À l'été 1993, Mohan et son partenaire d'escalade Simon Jenkins ont accompli un autre exploit remarquable en gravissant les 75 sommets des Alpes de plus de 4000 mètres d'altitude, se déplaçant entre eux à pied ou à vélo sans aucun moyen de transport motorisé. Cette expérience a également été relatée dans l'un des livres de Moran.
ces expériences ne se limitaient pas à l'Europe. Moran a réalisé de nombreuses premières ascensions dans l'Himalaya indien. Celle-ci comprenait la face sud du Nandaka en 1995 et l'arête ouest du Nilkans en 2000. En 2016, il avait dirigé plusieurs expéditions dans la région, explorant des sommets comme le Kamet et le Trisul, ce qui rendait sa réputation d'alpiniste accomplie encore plus impressionnante. L'engagement profond de Moran et son respect pour l'alpinisme en haute altitude font partie de ce qui a rendu son expédition illégale de 2019 au Nanda Devi encore plus surprenante. Cette aventure, malheureusement, allait mettre à l'épreuve les limites même des alpinistes les plus expérimentés, défiant leurs compétences face à l'un des environnements les plus impitoyables de la planète. Moran, accompagné de 3 autres Britanniques, de 2 Américains, d'un Australien et d'un Indien, avait obtenu l'autorisation de gravir le Nanda Devi Est, un itinéraire difficile mais légalement accessible. Toutefois, séduit par l'attrait des terres inconnues, il nourrissait en secret un projet plus ambitieux. L'ascension d'un sommet monumental se déroule généralement ainsi. Vous arrivez dans un camp au pied de la montagne empli d'anticipation et de nervosité. L'air est généralement vif, avec des paysages à couper le souffle et un sentiment palpable de camaraderie au sein de l'équipe. Les alpinistes passent des jours, parfois des semaines, à s'acclimater à l'altitude, à étudier les itinéraires qu'ils emprunteront pour gravir les montagnes jusqu'au prochain camp de base plus haut sur le sommet, et à ajuster leurs plans en fonction des conditions météorologiques et de leur préparation physique. C'est une période de préparation intense où chaque détail compte et où les vérifications de sécurité sont primordiales. Une fois que vous êtes donc prêt, l'ascension commence. C'est un processus progressif qui débute souvent dans l'obscurité, aux premières heures du matin, afin de profiter de températures stables et froides qui maintiennent la neige bien gelée et réduisent le risque d'avalanche. L'ascension est physiquement et mentalement éprouvante. Chaque pas sur les pentes raides et glacées demande un mélange de force, d'endurance et de technique. Les alpinistes affrontent un air raréfié, des vents violents et une météo changeante qui peut passer du soleil à la tempête en quelques instants, augmentant considérablement le danger. Cependant, pour Moran et son équipe, cette ascension n'allait pas se dérouler comme d'habitude. Lorsqu'ils ont atteint leur 2e camp de base, Moran a révélé sur Facebook qu'ils avaient l'intention de conquérir un sommet encore jamais gravi, culminant à 21 300 pieds. Ce sommet, situé près de Nanda Devi, mais non inclus dans leur permis initial, représentait un défi redoutable et une conquête tentante pour tout alpiniste. L'attrait de poser le pied là où personne ne l'avait fait auparavant était irrésistible, mais cela comportait des risques importants. L'équipe de Moran avait officiellement reçu l'autorisation de gravir le Nanda Devi Est aux côtés d'un groupe de 4 autres alpinistes. Cependant, à l'insu des autorités, ils nourrissaient des ambitions qui allaient au-delà des limites autorisées. Le défi de ce sommet inexploré les attirait. Mais c'était une décision risquée. Après tout, les sommets inexplorés le sont pour une raison. Nanda Devi Est était connu parmi les habitants pour son temps imprévisible et son terrain rocheux difficile, ce qui en faisait un défi redoutable même pour les alpinistes chevronnés. Ainsi, sans en informer les autorités, Moran et son équipe se sont aventurés dans une zone sans aucune donnée préalable sur les conditions météorologiques, la stabilité du terrain ou les risques d'avalanche. Gravir un chemin non testé signifiait que chaque pas était un pari et les conséquences d'un faux pas pouvaient être graves. Et comme il s'est avéré, ce fut le cas. Le 26 mai, juste un jour après leur dernière communication, de fortes chutes de neige ont commencé à tomber. Mais ce n'était pas une chute de neige ordinaire. Elle était implacable et intense, et elle a rapidement recouvert la montagne d'une épaisse couche de neige. La température a chuté brusquement et la visibilité a été réduite à presque rien, tandis que le vent hurlait à travers les sommets, fouettant la neige en rideaux blancs aveuglants. La progression de l'équipe est devenue extrêmement lente. Chaque pas dans la neige profonde était un effort, leur lourd équipement les alourdissant davantage. La neige s'accumulait, rendant difficile la visibilité du chemin devant eux. Les alpinistes devaient constamment creuser leur chemin à travers les congères, utilisant leurs piolets et leurs bâtons pour naviguer sur un terrain de plus en plus traître. Le froid s'infiltrait à travers leurs vêtements, les glaçant jusqu'aux os malgré leur équipement. Puis, sans avertissement, l'avalanche a commencé. Ils avançaient en escaladant, mettant un pied devant l'autre lors de leur aventure passionnante.
Mais la neige épaisse de la tempête avait déstabilisé les pentes, provoquant le détachement de grandes quantités de neige et de glace. Un craquement soudain a déchiré l'air et l'avalanche a été soudaine et féroce, dévalant la montagne avec une force irrésistible. Le grondement de la neige qui tombait était assourdissant, couvrant tous les autres bruits et signalant un danger imminent. Pris dans cette violente attaque de la nature, les alpinistes eurent peu de temps pour réagir. Certains ont peut-être essayé de trouver un abri derrière des rochers ou dans des recoins, mais l'ampleur et la vitesse des avalanches étaient écrasantes. La neige dévalait avec une telle force qu'elle pouvait déraciner rochers et arbres. Survivre à son passage relevait de l'exploit. Personne ne connaît vraiment les détails exacts des événements qui ont suivi, mais l'issue a été tragique. Il est probable que certains des alpinistes aient été immédiatement emportés par les avalanches, ensevelis sous des tonnes de neige et de débris. L'avalanche était d'une puissance écrasante et étouffante pour quiconque s'y retrouvait pris. Certains ont pu être propulsés contre des rochers ou entraînés le long de pentes raides, alors qu'ils subissaient des blessures fatales à l'impact. Pour ceux qui auraient pu survivre initialement, le froid extrême et le manque d'oxygène sous la neige auraient rendu la survie presque impossible. Quand les alpinistes ne sont pas revenus et n'ont pas donné signe de vie, l'inquiétude s'est vite muée en alarme. Après que le groupe de 8 personnes ne soit pas revenu au camp de base le 26 mai, les autorités ont été alertées le 31 mai et une vaste opération de recherche et de sauvetage a été lancée. L'armée de l'air indienne et la police indo-tibétaine des frontières ont été rapidement mobilisées. Il s'agissait d'équipes hautement qualifiées, ayant de l'expérience dans les sauvetages en haute altitude, mais les conditions auxquelles elles ont été confrontées sur le Nanda Devi étaient parmi les plus rudes qu'on puisse imaginer. Le temps était resté brutal, avec de fortes chutes de neige et des vents violents fouettant les sommets. La visibilité était mauvaise et le risque d'autres avalanches était constamment présent. Les premières recherches ont été effectuées à l'aide d'hélicoptères sémodères spéciaux capables de voler en haute montagne. Ces hélicoptères ont décollé du village de Munsiarita, dans l'Uttarakhand. Les pilotes et équipages ont affronté des vents violents et un froid glacial. Chaque vol était dangereux, les pilotes sachant que le temps en montagne pouvait changer soudainement. Ils devaient voler à travers des passages étroits et au-dessus de terrains dangereux, cherchant toujours le moindre signe des alpinistes disparus. Depuis les airs, ils ont vu un spectacle triste. 5 corps dispersés sur les pentes, en partie recouverts de neige, et 3 autres personnes toujours portées disparues. Les couleurs vives de l'équipement des alpinistes ressortaient sur la neige blanche, prouvant que les pires craintes étaient fondées. Ces photos confirmaient que les alpinistes étaient bel et bien décédés. Selon une source militaire, les alpinistes auraient pu chuter d'une arête de glace ou d'un surplomb de neige lors des avalanches. Il a dû y avoir une erreur de jugement et ils ont dû tomber d'une grande hauteur avec toute la corniche de neige. C'était comme tomber d'un immeuble de 10 étages, selon la source. Ils ont emprunté un itinéraire non autorisé. C'est leur goût de l'aventure qui leur a coûté la vie, a déclaré la source. En réalité, des montagnes comme la Nanda Devi sont extrêmement dangereuses et la moindre erreur peut avoir de graves conséquences. Et ces alpinistes le savaient, ils étaient expérimentés. Ils connaissaient les risques et ils savaient que la nature est imprévisible et n'offre pas toujours de seconde chance. Et pourtant, ils ont choisi de repousser les limites. La mission pour récupérer leurs corps était encore plus difficile. Les corps gisaient sur un flanc montagneux escarpé et enneigé, compliquant l'élaboration d'un plan de récupération. Les équipes de secours, composées d'alpinistes militaires expérimentés et de sauveteurs spécialisés, devaient planifier chaque mouvement avec soin pour éviter de provoquer d'autres avalanches. Ils savaient qu'une seule erreur pouvait non seulement compromettre la mission, mais aussi mettre leur propre vie en danger. Des équipes au sol ont été envoyées, chacune équipée du matériel nécessaire pour survivre en haute altitude. Ils ont passé quelques jours à s'habituer au climat, un processus qui prend normalement 6 à 8 jours. C'était crucial pour qu'ils puissent bien travailler dans ces conditions extrêmes en haute altitude. Ils devaient être prêts pour de longues journées difficiles en montagne, à avancer dans la neige profonde et sur des sentiers dangereux. La menace constante de nouvelles avalanches s'était toujours présente, leur rappelant à quel point la montagne pouvait être imprévisible. En plus des efforts au sol, des drones étaient utilisés pour scanner la zone et fournir des données en temps réel aux équipes de secours, et ces drones aidaient à trouver les meilleurs itinéraires et à localiser les corps plus précisément, rendant ce travail difficile un peu plus facile.
Au final, les corps de 7 alpinistes ont été retrouvés ainsi qu'une caméra GoPro qui montrait les instants précis avant la tragédie. Cependant, l'alpiniste britannique Martin Moran reste porté disparu. Une fin tragique pour l'un des alpinistes les plus célèbres qui a malheureusement poussé l'aventure un peu trop loin. Bien que le frisson de l'aventure soit indéniable, il est crucial de respecter la puissance de la nature et les lois conçues pour nous protéger. Les ascensions illégales mettent non seulement les alpinistes en danger, mais exposent également les sauveteurs à des risques. Ces histoires servent de rappel saisissant de l'importance de la préparation, de la prudence et du respect envers le monde naturel. Merci d'avoir regardé, à la prochaine. Restez audacieux et vivez avec courage.